nous nous lançons également dans l'organisation de webinaires. C'est peut-être moins convivial que certains événements comme nous les organisions dans le passé, mais rassurez-vous, nous allons continuer à les organiser. Mais cela a également quelques côtés pratiques et comme le nombre d'inscrits à ce webinaire en témoigne, je crois que vous êtes assez nombreux à vouloir en profiter. C'est une très bonne chose et donc cela veut dire que ce sera certes le premier, mais certainement pas le dernier. Nous allons continuer à en organiser puisque c'est d'ores et déjà un franc succès. Pour cette première thématique, nous avons choisi le Next Generation. Alors, le Next Generation, comme vous allez l'entendre dans quelques minutes, c'est une thématique qui est d'actualité. Il y a différentes évolutions légales qui justifient le fait qu'on vous informe aujourd'hui de ce dont il s'agit, des modalités d'application. Mais il y a également une autre raison qui pousse et qui est très symbolique à utiliser cette thématique comme premier sujet de notre webinaire, c'est que le Next Generation correspond en tout point à ce qui est l'essence de la banque Nagel-Makers, à ce qui est notre objet, à savoir construire, gérer et transmettre le patrimoine familial de génération en génération. Et pour ce faire, Nagel-Makers est assez connu pour ses activités de private banking, où différentes solutions s'offrent à vous pour effectuer la gestion patrimoniale et la transmission. Mais il faut savoir que Nagel-Makers est également à même de gérer des patrimoines plus conséquents. C'est ce que nous appelons le wealth management et tout cela est regroupé dans les Family Wealth Services. Et par ailleurs, nous avons également une offre qui a également un franc succès en personal banking avec une gamme de fonds et de fonds dont vous pouvez bénéficier pour effectuer cette mission de développement patrimonial et de transmission. Aujourd'hui, pour vous présenter ce sujet, j'ai le plaisir de vous présenter ma collègue Sophie Slitz. Sophie est diplômée en droit de l'ULB. Par ailleurs, elle dispose d'un certificat en planification patrimoniale personnelle de la University of Antwerp Management School. Elle a débuté sa carrière avec des activités juridiques dans le secteur bancaire et depuis un peu plus de 15 années maintenant, elle est au sein du service d'estate planning à votre service pour vous conseiller en matière de transmission patrimoniale. Avant de lui céder la parole, une dernière chose, il faut savoir que dans ce webinaire, vous avez un chat qui est à votre disposition. Je vous encourage vivement à l'utiliser, à poser toutes les questions qui vous viennent à l'esprit lorsque Sophie parlera. Il faut uniquement savoir que Sophie ne va pas répondre à ces questions lors de ce webinaire, mais vous pourrez bénéficier d'une réponse personnalisée qui vous sera transmise par email par la suite. Il me reste à céder la parole à Sophie et à vous souhaiter un excellent webinaire. Mesdames, Messieurs, bonjour. Donc effectivement, la banque Nagel-Makers veut être le partenaire de toute la famille pour la constitution, la gestion et la transmission du patrimoine. C'est pourquoi nous avons choisi aujourd'hui ce sujet du saut de génération. Alors vous le savez tous, si je prends une famille classique qui est composée d'un grand-parent, d'un parent et d'un petit-enfant, on sait qu'au décès du grand-parent, le parent va être l'héritier. Ce que l'on sait aussi, c'est qu'avec l'allongement de l'espérance de vie, au moment où on vient à hériter, on a un certain âge et on a déjà un beau parcours de vie derrière nous, alors que les petits-enfants, eux, sont généralement en début de ce parcours de vie et ils ont sans doute des projets, un achat immobilier, se lancer dans une activité professionnelle ou tout autre projet qui leur est propre. C'est pourquoi depuis quelques années, on constate que les grands-parents ont tendance à vouloir ce saut de génération. Alors, au programme de ce webinaire qui va durer une trentaine de minutes, voici ce que je vais exposer. On va commencer d'abord avec la dévolution successorale légale, c'est-à-dire ce qui était prévu par le législateur pour déterminer qui étaient vos héritiers et quelle était leur base successorale. Ensuite, on va parler des droits de succession, donc ce que l'on doit payer lorsqu'on reçoit un héritage. Et puis, on passera au saut de génération, donc le vif du sujet. Et je le verrai sous deux approches. La première approche, c'est où le grand-parent va prendre la décision de faire lui-même le saut de génération.
Et la seconde approche, c'est lorsque le grand-parent va se dire non, moi je préfère laisser mon enfant héritier prendre cette décision de faire le saut de génération. Alors commençons par la dévolution successorale légale, celle qui est prévue par le législateur ici en Belgique, et ça vaut pour tous les Belges. Donc pour toute la Belgique, le législateur a déterminé qui étaient les héritiers et quelle était leur part d'héritage. Alors comment est-ce que le législateur il a travaillé? Il a travaillé en classant vos proches dans différents ordres. Il y a 4 ordres qui existent et qui ont été déterminés donc par le législateur dans le Code civil. Le premier ordre, on va retrouver les enfants. S'il n'y a pas d'enfants, on va regarder les petits-enfants, les arrière-petits-enfants. Donc, toute la ligne descendante va être prise dans ce premier ordre. Si dans votre arbre généalogique, il n'y a pas d'enfants, on va regarder si vous avez des frères et sœurs et des parents, puisque ces personnes appartiennent au deuxième ordre. S'il n'y a pas d'enfants, pas de frères et sœurs, on va passer au troisième ordre, qui comprend l'ensemble des ascendants, donc les parents, les grands-parents, les arrière-grands-parents, et ainsi de suite. Ensuite, on va passer au quatrième ordre qui comprend les oncles, tantes, cousins et on va aller comme ça jusqu'au 4e degré. Donc, au moment du décès, au moment de l'ouverture d'une succession, ce qu'on va refaire, c'est l'arbre généalogique et on va regarder les héritiers qui sont les plus proches de vous. Si j'ai des personnes dans le premier ordre, ce seront ces personnes-là qui vont hériter. S'il n'y a pas, on passera au 2e, 3e et 4e ordre. S'il n'y a personne, ça reviendra à l'État. Ça, c'est la dernière catégorie. Vous le voyez que moi, j'ai parlé beaucoup des enfants, des oncles, tantes, des frères et sœurs, mais je n'ai pas encore parlé du partenaire. En tous les cas, le conjoint survivant, lui, fait partie d'un ordre spécial puisqu'il vient toujours à hériter, peu importe avec qui il vient en concours. Donc, il héritera toujours s'il vient en concours avec des enfants, avec des frères et sœurs, des oncles, tantes. Donc, l'héritier, il a toujours une place spéciale, c'est un ordre spécial et on le verra, il a l'usufruit. C'est bien beau tout ça, mais peut-être qu'un exemple sera peut-être plus concret pour vous expliquer la dévolution successorale légale. Donc, je le répète, ça vaut pour tous les Belges. Si je prends l'exemple ici, en plus on est dans le saut de génération, donc je vais prendre l'exemple d'une famille, monsieur, madame mariés avec des enfants. Vous le voyez sur le slide, j'ai donc un couple marié. On voit que monsieur et madame ont chacun leur patrimoine propre. Dans ce patrimoine propre, je vais retrouver l'ensemble des biens qu'ils avaient avant leur mariage, ce qu'ils ont reçu par testament ou par donation. Ensemble, s'ils sont mariés en régime de communauté, ils auront un patrimoine commun. S'ils sont mariés sous le régime de la séparation des biens, on parlera d'un patrimoine indivis. Mais c'est la même chose, ce sont les biens qu'ils ont en commun et qu'ils ont acquis durant le mariage. Alors ici, donc, on est en présence d'une dévolution successorale légale. Rien n'a été prévu ni par testament, ni dans un contrat de mariage. Donc, c'est vraiment la loi qui va déterminer les parts de chacun. Ici, donc, monsieur et madame mariés et ils ont des enfants. Si monsieur vient décéder, je vais retrouver dans sa succession l'ensemble de ses biens propres et la moitié du patrimoine commun. Cette succession-là va partir légalement en usufruit vers madame, conjoint survivante, et en nue propriété vers les enfants. Que signifie l'usufruit? C'est le droit de jouir d'un bien d'autrui. Et si je prends un exemple très concret, si je prends la maison familiale, c'est le droit pour madame de continuer à y vivre. Si je prends un portefeuille bancaire, madame aura la gestion du compte et elle aura les fruits. Les enfants n'ont que la nue propriété, c'est-à-dire le capital. Donc, vous voyez, ça, c'est la dévolution successorale légale. L'usufruit, lui, va être déterminé, de nouveau, c'est réglé par le législateur et il va dépendre de l'âge du conjoint survivant. Alors, ici, on a parlé de la dévolution successorale légale, la part de chacun des héritiers, et ici, donc, j'ai pris la famille, si je puis dire, classique, le monsieur et madame mariés avec des enfants. Voyons maintenant les droits de succession, puisque une fois qu'on a déterminé qui étaient les héritiers, leur base, leur héritage, il faut parler des droits de succession. Alors, les droits de succession, ça, c'est une matière régionale. Donc, chaque région a ses propres compétences en matière de droits de succession. Et comment est-ce qu'on va déterminer la région compétente? On va prendre le domicile du défunt. C'est le domicile du défunt qui va déterminer la région compétente. Et pour éviter qu'il y ait un shopping fiscal en fin de vie, le législateur a émis également une règle qu'on va regarder dans les 5 dernières années où le défunt a vécu le plus longtemps. Et ce sera donc cette région qui sera compétente pour déterminer les droits de succession.
Ici, je suis face à un public francophone et donc je vais principalement m'orienter vers la région wallonne et la région de Bruxelles-Capitale. Et voici les droits de succession en ligne directe entre époux ou entre cohabitants légaux. Alors, les cohabitants légaux, ce sont les personnes qui ont fait une déclaration de cohabitation légale devant l'officier de l'état civil de leur commune. Si je prends la région wallonne, donc j'ai mon défunt qui est un résident fiscal wallon, on constate que les droits de succession varient entre 3 et 30%. Donc, il y a chaque fois des tranches pour déterminer le taux. En région wallonne, de même qu'en région de Bruxelles-Capitale, on cumule meubles et immeubles, ceux qu'on a en Belgique, mais également ceux qu'on a à l'étranger. Si un héritier hérite de 500 000 euros, meubles et immeubles, il payera, vous le voyez en région wallonne, plus de 86 000 euros de droits de succession. En région de Bruxelles-Capitale, donc si le défunt est un bruxellois, de nouveau, si un héritier hérite de 500 000 euros, meubles et immeubles, là, il payera 85 000 euros. Donc, ça reste des droits relativement importants. Tout ce qui va dépasser 500 000 euros sera taxé à du 30%. Et on regarde toujours par tête, évidemment. Quand même une bonne nouvelle, si je puis dire, au niveau des droits de succession, c'est qu'il y a un petit cadeau fiscal en ce qui concerne l'habitation familiale, que ce soit en Wallonie, à Bruxelles, également en Flandre. Là, pour ce que le conjoint survivant ou le cohabitant légal survivant va hériter dans l'habitation familiale, il y a une exonération des droits de succession. En ce qui concerne la part héritée par les enfants dans l'habitation familiale, là, tant Bruxelles que la Wallonie ont prévu des taux préférentiels, c'est-à-dire que les premières tranches sont un petit peu moins taxées en ce qui concerne l'habitation familiale. Ça, c'est le cadeau fiscal régional. Passons au vif du sujet, le saut de génération. Je vous le disais, il y a deux approches. La première approche, c'est où le grand-parent va lui-même décider de faire le saut de génération et il va avoir ainsi la garantie que son saut de génération va s'appliquer. Et on va voir deux instruments très courants, c'est le testament et c'est la donation. Après, je verrai l'autre approche qui est où le grand-parent décide, non, je ne veux pas avoir cette mainmise sur le saut de génération, je vais laisser le soin à mon enfant de faire lui-même le saut de génération et on le verra, l'héritier a la possibilité soit de renoncer à la succession, soit de faire une donation saut de génération. Si le grand-parent décide, alors il a la possibilité de rédiger un testament. Pourquoi est-ce qu'il rédigerait ce testament? Il y a quelques slides, je vous expliquais la dévolution successorale légale. On avait vu la famille, monsieur, madame, avec des enfants. Je vous ai expliqué que le conjoint, il a tout de suite l'usufruit sur la totalité et les enfants ont la nue propriété. Ça, c'est ce qui est expliqué par le législateur et qui s'applique à tout le monde. Si vous ne voulez pas ces règles de dévolution successorale légale, vous avez la possibilité de faire un testament pour déroger à ce qui a été prévu par le législateur. Évidemment, votre liberté de déroger à cette dévolution successorale légale, elle est quand même limitée parce que le législateur a prévu des héritiers réservataires, c'est-à-dire des héritiers qui ont droit à une part minimum. Et qui sont ces héritiers réservataires? Dans un premier temps, c'est le conjoint survivant, il a toujours droit à l'usufruit sur le logement familial et l'usufruit sur la moitié de la succession. Mais les autres héritiers réservataires qui sont très importants, ce sont les enfants. On le voit sur ce slide-ci, depuis septembre 2018, les héritiers sont des héritiers réservataires pour la moitié de la succession. Avant 2018, c'était plus en progression. Depuis septembre 2018, on constate que la réserve, elle porte sur la moitié de la succession. L'autre moitié, qu'on appelle quotité disponible, vous en faites ce que vous voulez. Donc, si je reviens ici au slide, vous pouvez faire un testament. Vous avez une certaine liberté, respect des héritiers réservataires. Si vous avez des enfants, et on est dans le cas du saut de génération, donc si vous avez des enfants, vous pouvez librement disposer de la moitié de votre patrimoine. Et qu'est-ce que vous pouvez en faire de cette moitié du patrimoine, donc cette quotité disponible? Eh bien, vous pourriez avantager les enfants, les petits-enfants, pardon. Les petits-enfants seront donc légataires. Et comment est-ce que vous allez rédiger votre testament? Soit vous allez le rédiger de manière générique, en disant « je lègue la quotité disponible
à l'ensemble de mes petits-enfants existants ou à venir. Donc, ça signifie que vous traitez chaque petit-enfant de manière identique. Vous pourriez aussi avoir parmi vos petits-enfants un petit-enfant qui a plus une préférence. Eh bien, vous pourriez dire, je lègue la quotité disponible, donc la moitié de votre succession ou une partie de cette quotité disponible à X ou Y. Ou alors, vous pouvez travailler par souche. Je prends l'exemple d'un grand-parent, il a 2 enfants, une fille qui a 3 enfants et un fils qui a 1 enfant. S'il les traite par tête, il peut y avoir peut-être des problèmes, des soucis au sein de la famille en disant oui, mais enfin bon, moi je n'ai qu'un enfant et ma sœur qui a 3 enfants, ils vont être traités sur un pied d'égalité. Donc, dans les familles, on ne sait jamais comment ça peut tourner, les successions. Et donc, vous pouvez également travailler par souche en disant je donne un quart, par exemple, de ma succession aux enfants de ma fille et un quart de ma succession aux enfants de mon fils. Et donc, vous travaillez par souche. Donc, vraiment, le testament, c'est un instrument de planification successorale vraiment le plus sur mesure. Là, on ne peut pas faire le plus sur mesure à partir du moment où, évidemment, on respecte les parts réservataires. Il y a différentes formes de testament. Les 2 plus connues sont le testament holographe et le testament authentique. Le testament holographe, c'est celui que j'écris, je date et je signe de ma main. Évidemment, il est très simple, vous pouvez faire le testament sans aucun souci. Il y a des modèles sur Internet avec les clauses de départ, mais il n'offre pas la sécurité juridique d'un testament authentique. N'oubliez pas qu'un testament qui n'est pas trouvé est un testament qui ne sera pas exécuté, ou un testament qui tombe dans des mauvaises mains, évidemment, n'a pas non plus la garantie de son exécution. C'est pour ça qu'on met toujours une préférence, une recommandation à faire son testament chez le notaire, où vous allez lui exprimer votre dernière volonté et lui va les rédiger avec toutes les compétences qu'on lui connaît pour rédiger votre testament. L'avantage également, c'est que à côté de cette sécurité juridique, puisque le notaire va vraiment bien écrire correctement les termes de votre testament, il y a un enregistrement automatique au registre central des testaments. Et ce registre central des testaments, sera interrogé à chaque décès pour voir si le défunt avait laissé un testament. Donc, en faisant un testament authentique, on a la sécurité juridique de la rédaction par le notaire, mais on a la sécurité d'exécution puisqu'on est sûr qu'il sera ressorti au moment du décès. Alors, à votre legs, donc vous rédigez un testament, vous voulez léguer quelque chose à vos petits-enfants, vous pouvez très bien rajouter des modalités. Qu'est-ce qu'on peut penser comme modalité? On pourrait se dire, aujourd'hui, vos petits-enfants sont relativement jeunes et vous vous dites, si je leur fais un legs, ils n'ont peut-être pas la maturité nécessaire pour gérer correctement les biens que je vais leur laisser par testament. Vous pourriez alors très bien faire un legs vers les petits-enfants en disant, je laisse l'usufruit jusqu'aux 25 ans de mon petit-enfant à son parent et aux 25 ans, cet usufruit s'éteint et à 25 ans, vous estimez qu'il a la maturité nécessaire pour gérer correctement le patrimoine légué. Ou vous pourriez faire un legs avec une clause de gestion en disant « je donne quelque chose à mon petit-enfant et jusqu'à 25-30 ans, vous laissez une clause de gestion à une tierce personne pour gérer les biens ». Donc vraiment, avec votre legs, vous pouvez rajouter l'ensemble des modalités que vous souhaitez pour être le plus tranquille d'esprit en faisant ce legs. Alors, je terminerai sur le testament en disant, bien entendu, quand on fait un testament, c'est un legs. Et automatiquement, il y aura des droits de succession. Et ce sont les mêmes que je vous ai présentés, donc qui varient en Wallonie et à Bruxelles entre 3 et 30%, excusez-moi. Alors, à Bruxelles et en Wallonie, les héritiers légaux, donc ceux qui sont appelés légalement à la succession, bénéficient d'une exonération. En Wallonie, vous bénéficiez d'une exonération de la première tranche des 12 500 € par héritier. À Bruxelles, c'est 15 000 €. Cette exonération ne joue pas si vous faites un legs vers vos petits-enfants. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le testament. Donc, le testament, c'est quelque chose qui a un impact au moment de votre décès. Vous pourriez décider de faire quelque chose de votre vivant en faveur de vos petits-enfants. Et dans ce cas-là, on va parler de la donation. La donation, elle répond à 2 objectifs. Un premier objectif, c'est de donner un soutien de votre vivant à vos petits-enfants. Et il y a un deuxième objectif qui est généralement fiscal, puisqu'il y a une certaine optimalisation fiscale. Une fois que vous avez donné, les biens ne font plus partie de votre patrimoine
Et donc, au moment de votre décès, il y a une diminution de la base imposable aux droits de succession. Donc, avec la donation, il y a un objectif émotionnel et quand même un objectif fiscal. En matière de biens immeubles, si vous voulez faire une donation d'un bien immeuble, on sera obligé de passer chez le notaire. Le notaire ici en Belgique pour les biens immeubles ici en Belgique. Si vous voulez faire une donation de biens meubles, et je pense à des avoirs bancaires, des œuvres d'art, vous pouvez le faire soit chez le notaire, soit sous seing privé. Alors, vous ferez la donation sous seing privé, généralement lorsque c'est une donation que vous faites de manière pure et simple. Vous devez décider d'aider un petit enfant ou l'ensemble des petits-enfants qui ont terminé leurs études et pour pouvoir, par exemple, acquérir un immeuble, vous leur dites, je vais vous faire une donation. Et dans ce cas-là, je ne mets pas de modalité. Vous allez pouvoir faire ce type de donation sous seing privé avec un pacte successoral, un pacte adjoint, une donation bancaire. Vous faites ça avec l'aide de votre banquier, de votre conseiller, mais vous n'êtes pas obligé de passer chez le notaire. Il y a certaines donations, et je pense par exemple à la donation avec réserve d'usufruit. Donc, lorsque vous voulez faire une donation plus importante à vos petits-enfants et que vous voulez quand même garder un certain contrôle, un certain revenu, dans ce cas-là, vous pouvez faire une donation avec réserve d'usufruit. Ce type de donation, on est obligé de passer chez le notaire. Il faut impérativement avoir un acte authentique lorsque je fais cette donation avec réserve d'usufruit. Donc, vous le voyez, en fonction du type de donation et surtout des modalités que vous allez ajouter à votre donation, vous aurez le choix soit de passer chez le notaire, soit de le faire sous seing privé avec l'aide de votre banquier ou votre conseiller. Donc, je le disais, on peut rajouter, tout comme le legs, de faire des modalités à votre donation. J'en parlais également, donc cette donation avec réserve d'usufruit, on la rencontre de manière très fréquente. Pourquoi? Parce qu'une fois que j'ai donné, c'est irrévocable. Il faut donner ses données, reprendre ses volets, ça c'est l'adage. Mais souvent, on se dit, moi je veux faire une donation, je veux aider les petits-enfants, mais par une question de maturité ou de crainte également de se dépouiller, on se dit, je veux donner, mais je veux garder quand même le contrôle. Et donc, je le disais, c'est une possibilité de faire la donation avec réserve d'usufruit. Vous gardez le contrôle et vous gardez les fruits des biens donnés. Et à votre décès, le donataire reçoit en pleine propriété les biens donnés et peut librement en disposer. Alors, si vous vous interrogez sur la possibilité de faire une donation à un enfant mineur, c'est tout à fait possible de faire une donation à un enfant mineur. Évidemment, comme une donation, c'est un acte où il y a deux parties, vous-même le donateur et le donataire. Comme l'enfant mineur n'a pas la capacité juridique, ce sera ses parents ou un seul de ses parents qui acceptera la donation en son nom. Alors, si vous faites une donation de biens meubles, donc des avoirs bancaires, peu importe, à partir du moment que c'est un bien corporel, il y aura des droits de donation à payer. Alors, si vous faites la donation devant un notaire, ces droits de donation vont être automatiquement pris par le notaire et le notaire les reversera à la région compétente. Donc, comme pour les droits de succession, les droits de donation, c'est une matière régionale et on va regarder le domicile du donateur pour déterminer la région compétente. Donc, si vous, grands-parents, vous souhaitez faire une donation et que vous habitez en Wallonie, vous souhaitez faire une donation à votre petit enfant, ça coûtera 3,3%. Si vous êtes un grand-parent qui habitez à Bruxelles, ce sera 3%. Une fois qu'on a payé ces droits de donation, on ne parle plus de droits de succession sur les biens donnés. Si vous donnez 100 aujourd'hui et qu'au moment de votre décès, ça vaut 120, les 120 seront nets de droits de succession. Alors, je vous ai dit qu'il y a des possibilités de faire, à côté de la donation chez un notaire, une donation sous seing privé. Lorsque vous faites la donation sous seing privé, et je reprends l'exemple, vous avez envie d'aider votre petit enfant à acquérir son habitation. Il va utiliser tout de suite cet argent, vous faites une donation sous seing privé. Qu'est-ce que vous faites avec cette donation? Est-ce que vous êtes obligé de payer les droits ou pas? Ça, c'est votre libre choix. Il faut savoir que pour une donation sous seing privé, vous n'êtes pas obligé d'aller passer à l'enregistrement, donc au bureau local cette fois-ci. Mais il faut savoir que si vous n'enregistrez pas votre donation, dans ce cas-là, il faudra tenir compte du délai fiscal de 3 ans. Donc, entre le moment du don et votre décès, il faut qu'il s'écoule plus de 3 ans. Si malheureusement vous venez à décéder dans cette période de 3 ans, c'est comme si la donation n'avait pas eu lieu et les biens sont réintégrés dans votre patrimoine et il y aura des droits de succession à payer.
Si vous faites une donation d'un bien immeuble, dans ce cas-là, de nouveau, on regarde le domicile du donateur, donc Wallonie ou Bruxelles. Et là, les droits de donation sont plus progressifs, mais on voit que la première tranche, et c'est un beau cadeau de chacune des régions, c'est que la première tranche de 150 000 € est taxée à du 3%. Si je reprends l'exemple sur le slide, on voit un bien immobilier de 300 000 € qui appartient aux grands-parents et il décide de faire la donation à ses 2 petits-enfants. Eh bien, il va donner à chacun des petits-enfants 150 000 € et donc sur ces 150 000 €, il y aura 3% de droits de donation à payer. Et donc, de nouveau, une fois qu'on a payé ça, on ne parlera plus de droits de succession. Et à nouveau, pour la donation de biens immeubles, vous pouvez rajouter l'ensemble des modalités. Donc, vous pouvez donner le bien immeuble en vous réservant l'usufruit. Donc, dans ce cas-là, eh bien, vous aurez le loyer et les enfants n'auront que la nue propriété, mais on reste sur ces mêmes droits de 3% pour la première tranche des 150 000 €. Donc, on l'a vu, si le grand-parent prend cette approche de faire le saut de génération de sa propre initiative, il a la certitude qu'il y aura un saut de génération, que ce soit par l'exécution de son testament ou par l'exécution de sa donation qu'il a fait de son vivant. Mais il est possible que le grand-parent décide de laisser ce choix à son enfant, futur héritier. Et dans ce cas-là, on va voir 2 options qui s'offrent à l'héritier lorsque s'ouvre une succession. Au moment où s'ouvre une succession, il faut savoir qu'un héritier, il a un choix héréditaire. Donc, lorsque malheureusement il en est face à une succession, que nos parents viennent à décéder, on va pouvoir choisir, soit on va accepter purement et simplement la succession, on va l'accepter sous bénéfice d'inventaire, mais on peut également y renoncer. Et si je prends l'exemple qui est sur ce slide-ci, on voit un grand-parent qui vient à décéder. Dans sa succession, je retrouve un patrimoine d'1 million €. Le grand-parent a 2 enfants, Anne et Robert. Anne a 2 enfants. Au moment de l'ouverture de la succession, Robert décide d'accepter la succession. Est-ce qu'il accepte purement et simplement sous bénéfice d'inventaire? Peu importe, il accepte la succession. Par contre, Anne, elle décide de renoncer à la succession. Par cette renonciation, et c'est une législation qui date d'il y a un peu moins de 10 ans, eh bien, par le fait qu'elle a des enfants, eh bien, sa renonciation va bénéficier à ses propres enfants. Et donc, les 500 000 €, ce qui est l'héritage de son parent, eh bien, il va être partagé entre ses 2 enfants. Et ils vont hériter chacun de 250 000. Alors, cette renonciation, on ne peut pas la faire de manière partielle. On doit la faire de manière totale. En plus, en région wallonne et en région de Bruxelles-Capitale, cette renonciation, on ne peut pas léser le fisc. Ça signifie que les petits-enfants vont devoir payer autant de droits de succession que ce que leur mère renonçante aurait dû payer. Donc, vous le voyez avec la législation sur la renonciation, c'est une bonne chose pour faire un saut de génération, mais il y a certaines règles à respecter. 1, la renonciation, c'est tout ou rien. Et 2, en région wallonne et en région de Bruxelles-Capitale, on devra payer au moment de cette renonciation les mêmes droits que ce que le renonçant aurait payé, ce qui n'est pas la même chose en région flamande. Ils ont choisi un autre système en ce qui concerne la fiscalité. Donc, vous le voyez, ce système de renonciation volontaire, c'est une bonne chose, mais il y a quand même des lacunes. Et c'est pourquoi les législateurs régionaux ont décidé de créer, par exemple, la donation saut de génération. Donc, on est en présence du grand-parent qui est en région wallonne, donc défunt président fiscal wallon. Il a les 2 enfants, donc Anne et Robert. Ils acceptent la succession. Et puis, Anne décide, elle, de faire le saut de génération. Donc, avec les 500 000, elle ne va pas tout donner. Elle va donner une partie. Donc, par exemple, elle va décider de donner à chacun de ses enfants 100 000 €. Et dans ce cas-là, chacun des petits-enfants va recevoir 100 000 €, mais c'est leur mère qui a pris cette décision de faire la donation saut de génération. Alors, en région wallonne, il faut savoir que pour que cette donation saut de génération fonctionne, il faut non seulement que le grand-parent donc, soit un résident fiscal wallon, mais il faut également que le donateur, donc ici la donatrice, Anne, soit également résidente fiscale wallonne. Donc, c'est vraiment une réglementation tout à fait régionale.
Pour que ça fonctionne également, il faut que les droits de succession aient été payés et que cette donation saut génération soit faite dans les 90 jours du dépôt de la déclaration de succession. Ça doit se passer devant un notaire et là, il n'est pas possible de rajouter une clause particulière. Donc, je ne peux pas faire une donation avec réserve d'usufruit, par exemple. Donc, je suis vraiment obligée de faire une donation en pleine propriété. Alors, si vous trouvez cet instrument saut de génération tout à fait intéressant pour vous, il faut savoir que, certes, ça a été voté dans un décret de mi-2019. Aujourd'hui, nous sommes le 11 mai 2021 et il n'y a pas encore de date d'entrée en vigueur. Le gouvernement wallon y travaille, mais il veut encore un petit peu peaufiner ce décret pour le mettre en application. Mais ce serait vraiment un instrument de saut de génération qui répondrait à l'inconvénient de la renonciation au tout ou rien. Parce qu'ici, avec cette donation saut de génération, je reçois un héritage, on a payé les droits de succession, et ensuite, avec cet héritage, les biens que j'ai hérités, je vais décider moi-même ce que je vais donner à mes propres enfants. Et cette donation, que ce soit des biens meubles ou des biens immeubles, à partir du moment où je le fais chez le notaire et que je ne mets pas de conditions, il y aura 0 droit de donation. Alors ça, c'est pour la région wallonne. Évidemment, je vous ai dit, je vais parler de la région wallonne et de la région de Bruxelles-Capitale. Au niveau de la région wallonne, je vous le disais, il y a le décret, mais il n'y a pas encore la date d'entrée en vigueur. La région de Bruxelles-Capitale, il n'y a rien du tout. Il n'y a même pas d'ordonnance, il n'y a rien du tout. Donc, si on est en présence d'une famille qui veut faire un saut de génération, et je reprends toujours le même exemple, mon grand-parent qui a une succession, il a 2 enfants, les enfants vont accepter. Ils acceptent chacun leur part d'héritage, ils payeront des droits de succession classiques. Donc ça, sans aucun problème. Si je reprends Anne qui veut faire une donation et qu'on est face donc, dans ce cas-là, à tous des résidents fiscaux bruxellois, ou même Anne peut être, peu importe sa résidence, dans ce cas-là, elle va devoir faire une donation classique. Et donc, elle va payer les droits de donation tout à fait classiques. Si elle fait des donations de biens meubles, ce sera du 3% si elle est en région de Bruxelles-Capitale, du 3,3% si elle est résidente fiscale wallonne. Donc, au niveau de Bruxelles-Capitale, la donation sur génération, elle n'est pas réglementée avec un taux tout à fait favorable de 0%. Il faudra utiliser les taux ordinaires, donc paiement des droits de succession au niveau de la première génération. Deuxième génération, pour faire le saut de génération, ce seront les droits de donation tout à fait ordinaires, mobilier ou immobilier. Donc, on arrive doucement à la fin de ce séminaire en espérant qu'il n'y ait plus de problèmes techniques, mais si je peux voir un petit peu les points qui ont été vus lors de ce séminaire, que retenir? C'est se dire que si vous n'avez rien prévu, que ce soit par testament ou par contrat de mariage ou par d'autres billets, ne vous inquiétez pas, le législateur a déterminé qui étaient vos héritiers légaux. Vous vous souvenez, je vous ai dit, c'est dans différents ordres, le conjoint est un ordre spécial. Les droits de succession, c'est également une matière régionale et vous l'avez vu, à Bruxelles et en région wallonne, ça va de 3 à 30%. Enfin, si vous décidez de faire un saut de génération, il faut voir où vous vous placez. Vous, en tant que grands-parents, vous souhaitez avoir la garantie que le saut de génération fonctionne et vous pouvez travailler avec un testament. Attention à la quotité disponible, toujours travailler dans le respect des héritiers réservataires. Et vous pouvez aussi faire de votre vivant une donation de biens meubles ou de biens immeubles. À côté de ça, vous pouvez décider que le saut de génération, il sera pris en charge par l'héritier, votre enfant, et cet enfant héritier, il aura le choix soit de renoncer, mais alors là, c'est une renonciation totale, soit de faire une donation saut de génération en espérant qu'en région wallonne, ce soit bientôt voté, l'entrée en vigueur, et qu'en région de Bruxelles-Capitale, une ordonnance suive pour prévoir cette donation saut de génération. Petite parenthèse, en région flamande, la donation saut de génération, la doorgeefschenking, fonctionne depuis quelques mois maintenant. Je profite du temps qui me reste pour vous présenter un petit peu plus en détail notre service estate planning. Donc, on travaille au sein de la banque Nagelmakers dans le département private banking et on rencontre les clients qui ont des questions juridiques et fiscales. Alors, lors de nos entretiens, ça peut passer de l'information générale sur un instrument de planification successorale, mais également en ce qui concerne la fiscalité des placements en société, en personnes physiques, fiscalité des dirigeants d'entreprise. On peut également aller un pas plus loin en faisant un scan patrimonial, c'est-à-dire prendre la photo de votre situation patrimoniale et familiale et déterminer qui sont vos héritiers et quelle est leur part d'héritage. Vous pouvez faire une estimation des droits de succession. Le dernier pas qu'on peut faire avec vous, c'est à partir du moment où vous savez qui sont vos héritiers, quelle est leur part d'héritage, vous avez peut-être envie de changer, savoir un petit peu comment ça va se passer.
Et dans ce cas-là, on vous fera avec plaisir une planification financière.